L'histoire de Sherry Rasmussen n'est pas seulement le récit d'un crime passionnel, c'est une étude de cas dévastatrice sur la corruption de la cause noble et le biais cognitif qui peut paralyser une institution entière. Nous sommes le 24 février 1986, dans le quartier de Van Nuys à Los Angeles. L'atmosphère matinale est celle d'une banlieue calme, où le soleil californien commence à peine à réchauffer les façades des condominiums élégants. John Ruetten quitte son domicile pour une journée de travail normale, laissant derrière lui sa jeune épouse de 29 ans, Sherry, une femme dont la vie semble être un modèle de réussite. Directrice des soins infirmiers au centre médical. Glendale Adventist, Sherry est décrite par ses collègues comme une professionnelle brillante, empathique et pleine d'énergie. Rien dans son quotidien structuré ne laissait présager la tempête de violence qui allait s'abattre sur elle dans l'intimité de son foyer. Lorsque John revient en fin de journée, le silence de l'appartement est lourd, oppressant. Dès l'entrée, la vision est apocalyptique. Le salon, autrefois ordonné, est devenu une zone de guerre. Des meubles sont renversés, un vase lourd a été brisé lors d'une lutte acharnée, et sur le sol gît le corps sans vie de Sherry. La scène raconte une histoire de résistance désespérée. Sherry s'est battue pièce après pièce, luttant pour chaque seconde de sa vie contre un assaillant dont la fureur semblait sans limite. Le rapport d'autopsie révélera plus tard la brutalité de l'assaut final. Elle a été rouée de coups avant de recevoir 3 balles dans la poitrine, tirées à bout portant. Les enquêteurs de la division de Van Nuys du LAPD, arrivés sur les lieux, se figent immédiatement sur une théorie confortable. Ils voient du matériel électronique empilé près des escaliers, comme si des cambrioleurs avaient été interrompus dans leur fuite. La BMW de Sherry a également disparu. Pour eux, l'affaire est classée avant même d'avoir commencé. C'est un cambriolage qui a tragiquement mal tourné. Pourtant, cette conclusion rapide ignore des anomalies criantes qui auraient dû alerter n'importe quel détective chevronné. Si l'objectif était le vol, pourquoi des bijoux de grande valeur ont-ils été laissés bien en vue sur la commode? Pourquoi le tueur a-t-il pris le temps d'utiliser une couverture épaisse pour étouffer le son des coups de feu, une technique qui suggère une connaissance tactique et un certain sang-froid, plutôt que la panique d'un voleur amateur? Plus intriguant encore, les médecins légistes découvrent une marque de morsure profonde et distincte sur l'avant-bras gauche de Sherry. Cette blessure n'est pas superficielle. C'est une morsure infligée lors d'un corps-à-corps féroce, un acte de domination physique. En 1986, les prélèvements de salive sont effectués, mais la science de l'époque est muette. L'ADN n'est pas encore un outil judiciaire, et ce témoin biologique est relégué dans un casier à preuves, condamné à attendre que la technologie puisse enfin lui donner une voix. C'est ici que le drame humain se double d'une défaillance institutionnelle majeure. Nels Rasmussen, le père de Sherry, ne croit pas une seconde à la thèse du cambriolage. Il sait que sa fille avait une ombre dans sa vie. Il supplie les enquêteurs de s'intéresser à une femme nommée Stephanie Lazarus. Lazarus n'est pas une inconnue pour la famille. C'est l'ancienne petite amie de John Ruetten, une femme qui n'a jamais accepté son mariage avec Sherry. Nels fournit des détails précis sur un harcèlement persistant. Il raconte comment Lazarus s'est présenté au bureau de Sherry, vêtue de sa tenue de sport, pour la confronter avec une phrase qui sonne aujourd'hui comme un arrêt de mort. « Si je ne peux pas avoir John, personne ne l'aura. » Mais il y a un obstacle majeur aux soupçons de Nels. Stephanie Lazarus est une officière de police du LAPD. Le mépris des enquêteurs envers Nels Rasmussen est total. On lui répond de manière condescendante qu'il regarde trop la télévision, balayant d'un revers de main la piste d'une suspecte portant l'insigne. Ce biais, ce refus de voir le prédateur au sein de leur propre rang, permet à Lazarus de poursuivre sa carrière en toute impunité. Tandis que la famille Rasmussen s'enfonce dans un deuil sans justice, Lazarus grimpe les échelons de la hiérarchie policière. Elle devient détective de niveau 3, spécialisée dans les vols d'œuvres d'art, travaillant quotidiennement dans les mêmes couloirs que ceux qui ont ignoré les supplications de Nels. Elle se marie, mène une vie sociale active et semble avoir enterré son secret sous les plis de son uniforme de police. Le dossier reste figé dans le froid des archives pendant 23 ans. Il faut attendre 2005 pour qu'une lueur d'espoir apparaisse. Un technicien en criminalistique,
en réexaminant les preuves de l'affaire Rasmussen, décide d'analyser le prélèvement de la morsure avec les nouvelles méthodes de profilage ADN par STR, Short Tandem Repeat. Le résultat est un séisme. Le profil génétique extrait de la salive appartient à une femme. Cette simple donnée scientifique vient de pulvériser 2 décennies de certitudes policières basées sur le cambriolage commis par des hommes. Cependant, l'inertie institutionnelle persiste. Des dossiers clés disparaissent, des rapports mentionnant Lazarus s'évaporent des archives. Ce n'est qu'en 2009 qu'une nouvelle équipe de détectives de la division des homicides, opérant avec une discrétion absolue, décide de braquer les projecteurs sur leurs collègues. Réalisant qu'ils ne peuvent pas simplement demander un échantillon d'ADN à une détective aguerrie sans éveiller ses soupçons, ils mettent en place une opération de surveillance digne d'un film d'espionnage. Ils suivent au Lazarus lors d'une journée de congé. La suspecte se rend dans un magasin Costco à Simi Valley. Les agents attendent patiemment, observant chacun de ses gestes. Lorsqu'elle jette un gobelet de boisson gazeuse avec sa paille dans une poubelle publique, le piège se referme. Les enquêteurs récupèrent l'objet immédiatement. L'analyse en laboratoire confirme ce que Nels Rasmussen criait depuis 1986. L'ADN de la paille est identique à celui trouvé sur le bras de Sherry. La trahison du badge est confirmée par la science. L'interrogatoire qui suit est devenu légendaire dans les annales de la psychologie criminelle. Les détectives invitent Lazarus dans une salle d'entretien sous un faux prétexte professionnel. La vidéo montre une femme d'abord sûre d'elle, parlant de dossiers d'art avec ses collègues, avant que le ton ne change. Dès que le nom de Sherry Rasmussen est prononcé, le langage corporel de Lazarus se transforme. Elle se ratatine, ses réponses deviennent vagues, elle prétend avoir des trous de mémoire sur cette période de sa vie. Elle ignore que la preuve biologique a déjà scellé son destin. Lors de son procès en 2012, le procureur Paul Nunez ne mâche pas ses mots, décrivant un crime né d'une obsession destructrice. Il présente la morsure comme le témoin silencieux qui a attendu sa chance pendant un quart de siècle. Stéphanie Lazarus est reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à une peine de 27 ans, à perpétuité. L'épilogue de cette affaire s'écrit encore aujourd'hui, dans les années 2024 et 2025. En 2023, lors d'une audience de libération conditionnelle, Lazarus a enfin rompu son silence, confessant pour la première fois avoir ôté la vie de Sherry Rasmussen. Elle a parlé de la douleur intense qu'elle a causée, une admission tardive qui n'a pas suffi à apaiser la colère de la famille. En février 2024, suite à une intervention du gouverneur Gavin Newsom, la décision de libération conditionnelle a été annulée. La commission a estimé que le caractère calculé du crime, Lazarus ayant apporté une arme de secours et une corde, ainsi que ses décennies de mensonges, invalidait toute prétention à la rédemption. En ce début d'année 2026, Stéphanie Lazarus reste derrière les barreaux, un rappel permanent que si l'insigne peut offrir une protection temporaire, il ne peut rien contre la mémoire indélébile de l'ADN. La vérité, bien que retardée par l'arrogance et les biais humains, a fini par rendre à Sherry Rasmussen son identité de victime et à Nels Rasmussen sa dignité de père. Si l'affaire Lazarus a mis en lumière la trahison au sein de l'institution, le meurtre de Michel Martinko illustre une autre prouesse de la science moderne. La capacité de recréer un visage à partir du néant. Nous sommes le 19 décembre 1979 à Cedar Rapids, dans l'Iowa. L'ambiance est aux célébrations de fin d'année. Michel Martinko, une jeune fille de 18 ans, lycéenne en terminale à la Kennedy High School, vient de participer à un banquet de sa chorale. Blonde, charismatique et pleine d'avenir, elle décide de faire un dernier arrêt au centre commercial Westdale Mall, récemment inauguré, pour acheter un manteau d'hiver. C'est une soirée glaciale, typique du Midwest américain, où l'excitation des fêtes masque souvent la vulnérabilité des rues désertes. Michel ne rentrera jamais chez elle. Ses parents, inquiets de son absence prolongée, contactent la police au milieu de la nuit. Ce n'est qu'au petit matin que l'horreur est révélée. Dans le parking du centre commercial, la Buick Electra familiale est retrouvée. À l'intérieur, le corps de Michel gît sur la banquette, victime d'un déchaînement de violence qui dépasse l'entendement. La scène de crime est un témoignage muet de la lutte féroce que la jeune femme a menée.
Michelle a été poignardée à 29 reprises, principalement au visage, au cou et à la poitrine. Les blessures de défense sur ses mains et ses bras indiquent qu'elle s'est battue pour chaque souffle de vie, griffant et frappant son agresseur dans l'espace confiné de la voiture. La brutalité de l'attaque suggère une rage personnelle. Pourtant, l'enquête initiale ne révèle aucun suspect évident. Pas de petit ami éconduit, pas d'ennemi connu. Le tueur semble être un fantôme, un prédateur surgi de l'obscurité du parking. Cependant, l'assassin a commis une erreur fatale dictée par le principe d'échange d'Edmond Locard. Tout contact laisse une trace. Dans sa fureur, l'agresseur s'est coupé. Les experts de la police scientifique de l'époque parviennent à isoler des traces de sang sur le levier de vitesse et sur l'arrière de la robe de Michelle qui n'appartiennent pas à la victime. En 1979, cette preuve biologique est précieuse, mais inexploitable au-delà du groupe sanguin. Elle est soigneusement conservée, devenant une capsule temporelle génétique qui attendra près de 40 ans avant de livrer son secret. Pendant des décennies, le dossier Martinko hante la police de Cedar Rapids. Les enquêteurs se succèdent, les pistes s'évaporent, et le nom de Michelle devient synonyme de mystère irrésolu. La communauté se souvient de la tragédie chaque année, mais l'espoir de voir un jour le coupable derrière les barreaux s'amenuise. Le tournant décisif survient en 2017, lorsque les autorités décident de faire appel à une technologie de rupture, le phénotypage génétique par Parabon Nanolabs. Contrairement au test ADN classique qui compare deux profils existants, le phénotypage analyse les polymorphismes nucléotidiques simples, ou SNP, pour prédire l'apparence physique du donneur de l'ADN. Pour la première fois, la police dispose d'un portrait robot numérique de l'assassin. Le snapshot révèle un homme d'origine nord-européenne aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Cette image, largement diffusée dans les médias, redonne un souffle vital à l'enquête. L'invisible possède désormais un visage, une silhouette qui permet de resserrer le filet autour d'une population spécifique. Fort de ce nouveau portrait, les enquêteurs franchissent l'étape suivante, la généalogie génétique d'investigation. En téléchargeant le profil ADN du tueur sur des bases de données publiques comme GEDmatch, les généalogistes parviennent à construire un arbre généalogique complexe qui converge vers une petite ville rurale de l'Iowa. La piste mène à une famille, les frères Burns. Il ne s'agit plus de chercher une aiguille dans une botte de foin, mais de déterminer lequel des trois frères était présent à Cedar Rapids, cette nuit de décembre 1979. Les détectives mettent en place une surveillance discrète sur Jerry Lynn Burns, un homme qui mène une vie tout à fait ordinaire, loin de l'image que l'on se fait d'un meurtrier sadique. Le 6 décembre 2018, les enquêteurs suivent Burns jusqu'à un restaurant Pizza Ranch. Ils observent l'homme manger, boire son soda, puis jeter sa paille avant de quitter les lieux. C'est l'instant de vérité. La paille est récupérée et envoyée en urgence au laboratoire. Le résultat est un choc électrique pour le département de police. L'ADN sur la paille correspond à 100% au sang retrouvé dans la Buick Electra en 1979. Le 19 décembre 2018, soit exactement 39 ans jour pour jour après le meurtre, Jerry Lynn Burns est arrêté. L'homme, alors âgé de 64 ans, semble impassible lors de son arrestation, affirmant n'avoir aucun souvenir de l'événement, tout en ne niant pas explicitement sa culpabilité face à la preuve biologique irréfutable. Son procès en 2020 devient un événement majeur, non seulement pour la résolution du crime, mais aussi pour les implications juridiques qu'il soulève. La défense tente de faire exclure la preuve de la paille, arguant que la collecte d'ADN sans mandat viole le 4e amendement de la Constitution américaine sur la protection de la vie privée. Cependant, l'accusation soutient la doctrine de l'abandon. Une fois qu'un objet est jeté dans une poubelle publique, l'individu renonce à toute attente raisonnable de confidentialité. La condamnation de Jerry Lynn Burns à la prison à perpétuité apporte enfin une conclusion légale à l'affaire, mais le combat juridique se poursuit jusqu'en mars 2023, devant la Cour suprême de l'Iowa. La décision finale dans l'affaire State v. Burns confirme la validité de la méthode de collecte d'ADN abandonnée, créant un précédent historique qui sécurise les futures enquêtes utilisant la généalogie génétique. Le cas de Michelle Martinko
n'est donc pas seulement la résolution d'un meurtre brutal, c'est le symbole d'une ère où l'anonymat n'est plus une garantie pour les criminels. Jerry Lynn Burns pensait que le temps avait effacé ses crimes, qu'il pouvait vieillir tranquillement en regardant le monde changer. Il ignorait que chaque cellule qu'il avait laissée derrière lui était une sentinelle de la vérité, patiente et infaillible. Aujourd'hui, il termine ses jours au pénitencier d'Anamosa, tandis que le portrait de Michel Martinko, libéré de l'ombre de son meurtrier, continue de briller comme un rappel que la justice, bien que lente, finit par identifier ses bourreaux. L'affaire des meurtres de Bear Brook constitue sans doute l'un des sommets de la complexité médico-légale et de la persévérance humaine dans l'histoire criminelle américaine. Ce récit, qui s'étend sur près de 5 décennies, ne concerne pas seulement un crime, mais une énigme multidimensionnelle, impliquant des identités volées, des familles brisées, et un tueur dont l'existence même semblait se dissoudre dans l'air comme une ombre. Tout commence en novembre 1985, au cœur du parc d'État de Bear Brook, à Allenstown, dans le New Hampshire. Un chasseur, s'aventurant dans une zone boisée reculée, tombe sur une vision macabre. Un baril de 55 gallons, partiellement dissimulé par la végétation. À l'intérieur, enveloppé dans du plastique, se trouvent les restes squelettiques d'une femme adulte et d'une jeune enfant. L'enquête initiale piétine rapidement. Les corps sont si dégradés que l'identification est impossible, et la cause de la mort, un traumatisme par objet contondant, ne laisse aucun indice sur l'auteur de cet acte barbare. Sans nom et sans piste, les victimes sont enterrées sous des stèles anonymes, devenant les Jane Does d'Allenstown. Le mystère aurait pu s'arrêter là, une tragédie oubliée parmi tant d'autres, si le destin n'avait pas de nouveau frappé 15 ans plus tard. En l'an 2000, un sergent de la police d'État du New Hampshire, hanté par l'affaire, décide de retourner sur le site de la découverte originale. À seulement une centaine de mètres de l'emplacement du premier baril, il fait une découverte qui glace le sang des enquêteurs. Un second baril identique, contenant les restes de 2 autres petites filles. Cette révélation transforme une tragédie isolée en une enquête de tueurs en série à l'échelle nationale. Les analyses ADN réalisées au début des années 2000 révèlent une structure familiale complexe et troublante. La femme adulte du premier baril était la mère biologique de la fille aînée et de la plus jeune enfant. Cependant, la fille du milieu, retrouvée dans le second baril, n'avait aucun lien biologique avec la femme, bien qu'elle soit la demi-sœur des 2 autres enfants par leur père. Cette configuration suggérait l'existence d'un prédateur qui ne se contentait pas de tuer, mais qui collectait et déplaçait des familles entières, manipulant les liens de sang pour mieux les détruire. Pendant des années, les enquêteurs ont cherché ce père commun, l'homme qui se trouvait au centre de ce réseau génétique. La percée ne viendra pas du New Hampshire, mais de l'autre côté du pays, en Californie. En 2002, un homme connu sous le nom de Larry Vanner est arrêté pour le meurtre sauvage de sa compagne, Eunsoon Jun. Grâce à l'analyse des empreintes digitales, la police découvre que Vanner n'est qu'un alias parmi d'autres. L'homme est en réalité Curtis Kimball, déjà recherché pour abandon d'enfant après avoir laissé une petite fille nommée Lisa dans un parc de camping-car en 1986. Mais l'enquête s'enfonce encore plus loin dans l'obscurité. En 2017, après la mort de Kimball en prison, les tests ADN confirment l'impensable. Cet homme, dont le véritable nom était Terry Peder Rasmussen, était le père biologique de la fille du milieu retrouvée dans le baril de Bear Brook. Rasmussen était le tueur caméléon, un monstre qui changeait d'identité, de ville et de famille à chaque nouveau crime, laissant derrière lui une traînée de cadavres anonymes. La résolution de l'identité des victimes est devenue une mission sacrée pour les généalogistes d'investigation. En 2019, grâce à la collaboration entre la police du New Hampshire et des laboratoires spécialisés, un premier pan du voile est levé. La femme adulte est identifiée comme Marlise Honeychurch et les 2 enfants biologiquement liés à elle sont Mary Vaughn et Sarah McWaters. Elles avaient disparu de Californie en 1978 après que Marlise a commencé à fréquenter un homme qu'elle présentait comme son nouveau compagnon, Terry Rasmussen. Marlise, fuyant une vie difficile, pensait avoir trouvé un protecteur. Elle avait en réalité ouvert sa porte à un prédateur insatiable. Cependant, une ombre persistait. La fille du milieu,
l'enfant biologique de Rasmussen, restait sans nom. Pendant 6 années supplémentaires, les chercheurs ont fouillé les registres de naissance et les arbres généalogiques, tentant de découvrir qui était la mère de cet enfant et quel avait été son sort. C'est en septembre 2025 que le dernier acte de cette tragédie a été révélé au public. Le département de la justice du New Hampshire a officiellement annoncé l'identification de la petite fille du milieu. Elle s'appelait Rhea Rasmussen. Née en 1976 dans le comté d'Orange en Californie, elle était le fruit de l'union entre Terry Rasmussen et une femme nommée Pepper Reed. Cette identification a apporté une réponse, mais elle a ouvert une nouvelle blessure béante. Pepper Reed, la mère de Rhea, est portée disparue depuis la fin des années 70. Les enquêteurs pensent désormais qu'elle a été l'une des premières victimes du cycle meurtrier de Rasmussen, probablement tuée et dissimulée dans un lieu inconnu avant qu'ils ne s'enfuient avec leur fille pour rejoindre Marley's Honeychurch. La résolution de 2025 marque la fin d'une ère de doute pour les familles Honeychurch et Reed, mais elle souligne également la terrifiante capacité de Rasmussen à opérer sous les radars de la société. L'affaire de Bear Brook est un témoignage de la puissance de la science lorsqu'elle est mise au service de la mémoire. De l'analyse des isotopes, qui a permis de déterminer les mouvements géographiques des victimes à travers l'eau qu'elles buvaient, à la généalogie génétique de pointe, chaque outil a été nécessaire pour reconstituer ce puzzle de l'horreur. Terry Rasmussen est mort en 2010 sans jamais avoir été jugé pour les meurtres du New Hampshire, emportant avec lui nombre de ses secrets. Mais grâce au travail acharné des détectives et des scientifiques, ces victimes ne sont plus des numéros de dossiers ou des restes anonymes dans des barils de métal. Elles ont retrouvé leur nom, leur histoire et une place dans la mémoire collective. Le tueur caméléon pensait avoir effacé leur existence, mais en 2026, c'est son nom à lui qui est marqué par l'infamie, tandis que ceux de Marlise, Marie, Sarah et Rhea brillent enfin dans la lumière de la justice. L'histoire de Christine Jessop occupe une place singulière et douloureuse dans les annales de la justice canadienne. Elle ne se contente pas de relater un crime atroce contre une enfant innocente. Elle sert de mise en garde universelle contre les dangers de la vision en tunnel et les défaillances systémiques qui peuvent broyer la vie d'un homme innocent. Nous sommes le 3 octobre 1984 à Queensville, dans l'Ontario. Christine, une fillette de 9 ans pleine de vie, rentre de l'école. C'est une journée d'automne ordinaire, mais l'ordinaire bascule dans l'indicible lorsque Christine ne se présente pas pour son dîner. Sa disparition déclenche une mobilisation immédiate de la communauté, mais les recherches restent vaines pendant 3 longs mois d'une angoisse insoutenable. Ce n'est qu'à la veille de la nouvelle année que son corps est retrouvé dans un champ isolé, à une 50aine de kilomètres de chez elle. Elle a été agressée sexuellement et poignardée à mort. La brutalité du crime exige un coupable, et sous la pression d'une opinion publique réclamant justice, les enquêteurs vont commettre l'une des erreurs les plus dévastatrices de l'histoire judiciaire moderne. Le regard des policiers se pose presque instantanément sur Guy-Paul Morin, le voisin d'à côté de la famille Jessop. Morin est un homme calme, un passionné de menuiserie et de clarinette, mais aux yeux des enquêteurs, il est différent. Dans le jargon policier de l'époque, son comportement est jugé étrange, peu conventionnel. Il n'exprime pas son émotion de la manière dont les détectives l'attendent, et ce simple trait de personnalité devient le pilier central d'une accusation sans preuve matérielle. C'est ici que s'installe la vision en tunnel. Au lieu de suivre les indices, la police tente de plier la réalité pour qu'elle corresponde à son suspect idéal. Faute de preuves directes, l'accusation s'appuie sur ce que l'on appelle aujourd'hui la science de pacotille, notamment des comparaisons de fibres et de cheveux, une discipline médico-légale extrêmement subjective et sujette à l'erreur. Pour sceller son sort, ils font appel à des informateurs de prison, des individus aux motivations douteuses qui prétendent que Morin leur a confessé le crime en cellule. Malgré une première l'acquittement en 1986, le système s'acharne. À l'issue d'un second procès en 1992, Guy-Paul Morin est condamné à la prison à perpétuité. Il faudra attendre 1995 pour que la science offre enfin une voie de sortie à cet enfer judiciaire. Les progrès de l'analyse ADN permettent alors d'examiner une tache de sperme retrouvée sur les sous-vêtements de Christine.
Les résultats sont indiscutables. Le profil génétique ne correspond pas à celui de Guy-Paul Morin. Après plus d'une décennie de persécution, Morin est blanchi et libéré. Son innocence retrouvée provoque un séisme politique et social au Canada, menant à la création de la commission Kaufman. Le rapport qui en découle, le rapport Kaufman, devient un texte fondateur de la justice contemporaine, identifiant précisément comment les préjugés, le manque de rigueur scientifique et l'utilisation de témoignages d'indicateurs peuvent mener à l'irréparable. Guy-Paul Morin est libre, mais le véritable prédateur, lui, court toujours dans la nature, protégé par les années de retard causées par l'obstination des enquêteurs. Pendant 25 ans après l'innocence de Morin, l'assassin de Christine Jessop reste une ombre. Le dossier prend la poussière jusqu'en 2020, lorsque la police de Toronto, en collaboration avec Outram Labs, décide d'utiliser la généalogie génétique d'investigation pour donner un nom à la tache de sperme de 1984. La technologie, qui permet de reconstruire des arbres généalogiques à partir de segments d'ADN partagés, pointe vers une direction inattendue mais terrifiante de banalité. Le coupable n'était pas le voisin étrange que la police voulait tant condamner. Le coupable était un proche, un ami de la famille nommé Calvin Hoover. En 1984, Hoover et sa femme étaient des intimes des Jessop. Ils avaient même aidé à chercher Christine lors de sa disparition et avaient assisté à ses funérailles. La révélation de 2020 est un choc émotionnel pour la famille Jessop. Calvin Hoover était un homme que l'on considérait comme normal, parfaitement intégré, un père de famille qui n'avait jamais éveillé le moindre soupçon. En parcourant les anciens dossiers, les enquêteurs découvrent que le nom de Hoover figurait pourtant dans les rapports originaux de 1984. Il avait été interrogé de manière sommaire, mais parce qu'il ne correspondait pas au profil psychologique préconçu du prédateur solitaire et bizarre, il avait été écarté sans plus de vérification. Hoover s'est donné la mort en 2015, 5 ans avant que la science ne vienne frapper à sa porte. Bien qu'il ait échappé à un procès, son identification a permis de clore définitivement le chapitre de la suspicion pour Guy-Paul Morin et d'apporter enfin une vérité amère à la famille de Christine. L'affaire Christine Jessop nous enseigne que le véritable danger ne vient pas toujours de l'extérieur ou de celui que l'on juge différent. Le mal peut porter le masque de l'amitié, de la normalité et de la bienveillance. Elle souligne également que la justice n'est pas seulement l'acte de punir, mais l'obligation morale de chercher la vérité au-delà des apparences. En 2026, ce cas demeure le symbole de la rédemption par la science. Là où l'intuition humaine a failli, la molécule d'ADN a rétabli les faits, prouvant que même après 4 décennies, le mensonge ne peut indéfiniment résister à l'épreuve de la génétique. L'affaire Angie Dodge est une descente vertigineuse dans les abysses de la psychologie humaine, là où la pression de résoudre un crime horrible rencontre la fragilité de l'esprit face à l'autorité policière. Ce dossier n'est pas seulement l'histoire d'un meurtre brutal, c'est un cas d'école sur la manière dont une enquête peut dérailler, fabriquant un coupable pour apaiser la conscience collective, tandis que le véritable prédateur continue de vivre dans l'ombre de sa propre communauté. Nous sommes le 13 juin 1996, à Idaho Falls, une ville nichée dans les paysages pittoresques de l'Idaho, où la criminalité violente semble être une abstraction lointaine. Angie Dodge, une jeune femme de 18 ans pleine de promesses, vient d'emménager dans son premier appartement. C'est un moment de transition vers l'âge adulte, un symbole d'indépendance qui va virer au cauchemar absolu. Ce matin-là, son corps est découvert dans son logement. Elle a été violée et assassinée avec une sauvagerie qui sidère la police locale. La scène de crime est chaotique, mais elle recèle une preuve fondamentale, des traces biologiques de l'agresseur. Face à l'horreur du crime et à la pression immense de la communauté pour trouver rapidement un responsable, les enquêteurs d'Idaho Falls se tournent vers une cible facile, Christopher Tapp, un jeune homme de 20 ans, connaissance d'Angie. Tapp n'a pas le profil d'un tueur endurci, mais il devient le point focal d'une méthode d'interrogatoire controversée, connue sous le nom de technique RAID. Conçue pour accroître l'anxiété du suspect et lui offrir des justifications morales pour son crime présumé, cette méthode peut, lorsqu'elle est appliquée avec une intensité excessive sur des sujets vulnérables, mener à des résultats désastreux. Pendant des semaines,
Tapp est soumis à des interrogatoires épuisants. Les détectives utilisent la menace de la peine de mort comme un levier psychologique, brisant peu à peu sa résistance. Plus grave encore, ils contaminent involontairement ses déclarations en lui fournissant des détails non publics de la scène de crime, des éléments que seul le tueur ou quelqu'un à qui la police les a racontés pouvait connaître. Épuisé, confus et terrifié, Christopher Tapp finit par craquer. Il livre une confession décousue, contradictoire, dans laquelle il affirme avoir tenu Angie pendant que d'autres la tuaient. C'est un récit qui ne tient pas debout face aux preuves matérielles, notamment le fait que son ADN ne correspond pas au sperme retrouvé sur la victime. Pourtant, en 1998, sur la base de cet aveu extorqué, Tapp est condamné à la prison à perpétuité pour complicité de meurtre. La justice pense avoir fait son travail, mais elle vient d'enfermer un innocent. Pendant des années, le dossier semble clos. Mais une personne refuse de tourner la page. Carol Dodge, la mère d'Angie. Au début, Carol, dévastée par le chagrin, est convaincue de la culpabilité de Tapp. Elle le voit comme le monstre qui a volé la vie de sa fille. Cependant, sa quête inlassable de vérité la pousse à examiner les preuves par elle-même. Lorsqu'elle visionne enfin les heures d'enregistrement des interrogatoires de Tapp, sa conviction vacille. Elle ne voit pas un tueur froid avouer son crime, mais un jeune homme acculé, manipulé psychologiquement, jusqu'à admettre l'inadmissible pour faire cesser la pression. Carol Dodge opère alors une transformation extraordinaire. De mère de la victime réclamant vengeance, elle devient la plus farouche avocate de l'homme condamné pour le meurtre de sa fille. Elle comprend que tant que Tapp est en prison, le véritable assassin d'Angie est libre. La route vers la vérité est semée d'embûches. En 2014, une première tentative d'utilisation de la recherche familiale via une base de données publique, Ancestry.com, mène à une fausse piste. Un cinéaste de la Nouvelle-Orléans, Michael Usry, devient brièvement le suspect numéro 1 sur la base d'une correspondance génétique partielle avec son père. Il est finalement disculpé, l'épisode soulignant les risques de faux positifs dans les méthodes pionnières de la généalogie. Mais Carol Dodge ne lâche rien. En 2019, elle parvient à faire appel à la généalogiste génétique de renom C. Moore. En utilisant l'échantillon de sperme préservé depuis 1996, Moore construit un arbre généalogique qui remonte le temps, identifiant des cousins éloignés, puis resserrant le cercle génération après génération. La piste génétique aboutit finalement à un nom qui n'avait jamais été sérieusement considéré, Brian Lake Dripps. La révélation est un choc pour ceux qui connaissent le dossier depuis le début. En 1996, Brian Dripps vivait littéralement de l'autre côté de la rue de l'appartement d'Angie Dodge. Il avait été interrogé brièvement lors de l'enquête de voisinage initiale, mais comme tant d'autres, il avait été écarté, invisible aux yeux d'une police obsédée par Christopher Tapp. Pour confirmer l'identité du tueur, les enquêteurs mettent en place une surveillance discrète. Ils attendent que Dripps jette un mégot de cigarette dans un lieu public. L'ADN extrait du filtre correspond parfaitement à la preuve biologique de la scène de crime. Confronté à cette réalité scientifique 23 ans plus tard, Dripps s'effondre et avoue immédiatement, admettant qu'il a agi seul. La confession arrachée à Christopher Tapp n'était qu'un tissu de mensonges dictés par la peur. La résolution de l'affaire Angie Dodge est une victoire amère. Christopher Tapp est officiellement exonéré en 2019, après avoir passé plus de 2 décennies derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis. En 2022, il reçoit un dédommagement de 11,7 millions de dollars pour cette erreur judiciaire monumentale. Tragiquement, Tapp décède dans un accident en 2023, ne profitant que brièvement de sa liberté retrouvée. Son histoire reste un témoignage poignant des dangers des aveux sous contrainte et du pouvoir de la science pour corriger les erreurs du passé. Mais au-dessus de tout, c'est l'histoire de Carol Dodge, une mère dont l'amour pour sa fille s'est transformé en une force de justice inarrêtable, prouvant qu'il ne suffit pas de condamner quelqu'un pour clore une affaire. Il faut condamner la bonne personne. Il existe des crimes qui, par leur mise en scène, semblent appartenir à une réalité parallèle, une sorte de cauchemar éveillé qui frappe l'imaginaire collectif au point d'obscurcir la recherche de la vérité pendant des décennies. L'affaire Arliss Perry est de ceux-là. Elle nous plonge au cœur des années 70,
une époque où l'Amérique, encore secouée par les crimes de la famille Manson, commence à sombrer dans ce que les sociologues appelleront plus tard la panique satanique. Le cadre de cette tragédie est pourtant l'un des plus prestigieux du monde, l'Université de Stanford, en Californie. Un lieu de savoir, de paix et de réflexion qui, en une nuit d'octobre 1974, va devenir le théâtre d'une profanation dépassant l'entendement. Arliss Perry était une jeune femme de 19 ans, récemment mariée à Bruce Perry, un étudiant en médecine à Stanford. Originaire du Dakota du Nord, elle représentait l'innocence et la dévotion, une figure lumineuse dans un monde qui commençait à s'assombrir. Le soir du 12 octobre 1974, après une dispute mineure avec son mari, Arliss décide de s'isoler pour prier dans l'église commémorative de Stanford, la Stanford Memorial Church. C'est un édifice imposant, aux mosaïques byzantines et à l'architecture solennelle, un sanctuaire qui, en théorie, devrait être le lieu le plus sûr du campus. Mais vers minuit, les portes de l'église sont verrouillées pour la nuit par le gardien de sécurité. Arliss ne ressortira jamais. Au petit matin du 13 octobre, le même gardien de sécurité, un homme nommé Stephen Crawford, affirme découvrir l'horreur lors de sa ronde d'ouverture. Le corps d'Arliss Perry gît près de l'autel, dans une pose qui suggère immédiatement une intention rituelle. La scène est d'une brutalité insoutenable et d'une symbolique macabre. Elle a été agressée sexuellement avec un cierge de l'autel et un autre cierge a été placé entre ses seins. Son corps est disposé de manière géométrique, évoquant une cérémonie occulte. Cette mise en scène envoie les enquêteurs sur une fausse piste qui durera plus de 40 ans. La police, influencée par l'atmosphère de l'époque et par la nature sacrilège du crime, se persuade qu'elle fait face à un culte satanique organisé. On explore des théories impliquant des réseaux de sorcellerie, on cherche des liens avec des tueurs en série célèbres comme le fils de Sam, David Berkowitz, qui mentionnera d'ailleurs l'affaire Perry dans ses écrits délirants depuis sa prison. L'idée que le mal est une force organisée et obscure, tapie dans l'ombre des rituels, devient un écran de fumée parfait. Pendant que les détectives s'égarent dans les méandres de l'ésotérisme, l'homme responsable de ce carnage continue de marcher parmi eux, protégé par sa position d'autorité et par l'incapacité de la police à voir le suspect évident caché en pleine lumière. Stephen Crawford, le gardien qui a découvert le corps, était pourtant le candidat idéal. Il était un passionné de police, un homme qui aspirait à porter l'insigne, mais qui n'avait jamais réussi à intégrer les rangs officiels de la force publique. Ce profil de police buff est tristement classique en criminologie. Des individus qui s'insèrent dans les enquêtes, qui cherchent la proximité avec les enquêteurs et qui parfois créent le crime pour devenir le héros qui le découvre. Crawford affirmait avoir trouvé les portes de l'église verrouillées de l'intérieur, ce qui impliquait qu'il était l'un des rares à posséder la clé permettant d'entrer et de sortir sans laisser de traces d'effraction. Pourtant, malgré des interrogatoires répétés, les preuves matérielles manquent. En 1974, la biologie ne peut pas encore relier de manière irréfutable un homme à une trace laissée sur une scène de crime. Crawford reste un témoin clé, une figure secondaire du dossier. Tandis que le mystère d'Arliss Perry s'installe dans la légende urbaine, le silence va durer 44 ans. Le dossier est rouvert à plusieurs reprises par les services des cold cases, mais ce n'est qu'en 2018 que la technologie moderne vient enfin dénouer les fils de cette intrigue. Les enquêteurs de la police du comté de Santa Clara décident d'utiliser de nouvelles méthodes d'extraction d'ADN sur des pièces à conviction qui semblaient auparavant inexploitables. Les jeans que portait Arliss Perry le soir de sa mort. Malgré le passage des décennies et les conditions de stockage, les scientifiques parviennent à isoler un profil génétique masculin à partir d'une trace de sperme. Le résultat tombe comme un coup près. L'ADN correspond parfaitement à celui de Stephen Crawford. Le gardien de sécurité n'était pas le découvreur horrifié du corps. Il était le prédateur qui avait attendu que la jeune femme soit seule dans le sanctuaire pour frapper. Le dénouement de cette affaire est d'une intensité dramatique rare. Le 28 juin 2018, les adjoints du shérif se rendent à l'appartement de Crawford à San José pour lui signifier un mandat de perquisition avec l'intention de l'arrêter. L'homme est désormais âgé de 72 ans.
Lorsqu'il voit les policiers approcher, il comprend que la science a enfin rattrapé son passé. Plutôt que de faire face à la justice et de répondre de ses actes devant la famille de la victime, Crawford s'enferme dans son logement et se tire une balle dans la tête au moment même où les agents forcent la porte. En se donnant la mort, il emporte avec lui les détails de sa motivation, mais il laisse derrière lui la confirmation définitive de sa culpabilité. La résolution de l'affaire Arliss Perry en 2018 a permis de dissiper les nuages de la panique satanique qui entourait ce dossier. Elle a prouvé que la mise en scène rituelle n'était pas l'œuvre d'une conspiration occulte, mais le produit d'un esprit désordonné et opportuniste, celui d'un homme qui avait profané un lieu sacré pour satisfaire ses pulsions les plus sombres, tout en utilisant la symbolique religieuse pour semer la confusion. Le mal n'était pas dans un grimoire ou dans un culte secret, il portait l'uniforme du gardien de nuit. Pour Bruce Perry et pour la famille d'Arliss, cette révélation tardive a enfin apporté une réponse, mettant fin à 40 ans de spéculation et rendant à la mémoire d'Arliss la vérité qu'elle méritait. Dans les couloirs silencieux de la Stanford Memorial Church, l'ombre de Crawford a enfin été chassée par la lumière froide et implacable de la génétique. L'histoire de Bruce Lindahl est celle d'un monstre ordinaire qui a terrorisé les banlieues de Chicago pendant près d'une décennie, opérant avec une impunité qui semblait défier toute logique. Ce chapitre nous plonge dans une ère où les avancées technologiques les plus récentes, notamment celles de la fin de l'année 2024, ont permis de démasquer un tueur en série bien après sa propre mort. Lindahl n'était pas un vagabond ou un étranger de passage, c'était un électricien, un homme que l'on pouvait croiser au supermarché ou au coin d'une rue, un prédateur parfaitement intégré dans le tissu social de l'Illinois. Son règne de terreur a commencé à être démantelé grâce à l'affaire de Pamela Maurer. En janvier 1976, cette jeune fille de 16 ans est retrouvée violée et étranglée à Lisle. Pendant 44 ans, son dossier est resté gelé, une cicatrice ouverte dans la mémoire de sa famille. Le premier tournant survient en 2020. Grâce au progrès de l'analyse génétique, les enquêteurs parviennent à lier des preuves biologiques conservées depuis 1976 à un nom, Bruce Lindahl. Cependant, Lindahl est mort depuis longtemps. En 1981, à l'âge de 28 ans, il a connu une fin aussi brutale qu'ironique. Alors qu'il était en train de poignarder une autre victime, Charles Zuber, Lindahl s'est accidentellement tranché l'artère fémorale avec son propre couteau, se vidant de son sang sur la scène de son crime. Pour confirmer de manière irréfutable le lien avec Pamela Maurer, la police a dû entreprendre une démarche exceptionnelle, l'exhumation du corps de Lindahl en 2020. Les échantillons d'ADN prélevés sur ses restes osseux ont fourni la preuve définitive que la science attendait. Mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. L'identification de Lindahl comme le meurtrier de Pamela Maurer a ouvert une boîte de Pandore. Les enquêteurs ont alors commencé à réexaminer des dizaines de dossiers non résolus dans la région, dont celui de Kathy Hall, une jeune femme de 19 ans disparue en 1979 à North Aurora. Son corps avait été retrouvé dans la rivière Fox, mais les conditions de sa découverte posaient un défi technique immense. L'exposition prolongée à l'eau et aux éléments avait dégradé les traces biologiques présentes sur ses vêtements, au point que les écouvillons traditionnels ne parvenaient plus à extraire un profil ADN exploitable. C'est ici qu'intervient une innovation majeure de la criminalistique moderne, le système MVAC. En octobre 2024, les autorités ont utilisé cet appareil de vide humide révolutionnaire. Le principe du MVAC est aussi simple qu'efficace. Il pulvérise une solution stérile directement sur les fibres du tissu, tout en exerçant une aspiration puissante, récupérant ainsi les cellules cutanées ou les fluides piégés profondément dans la trame du vêtement. Là où les méthodes classiques échouèrent depuis 45 ans, le MVAC a réussi à récolter une quantité suffisante de matériel génétique. Les résultats obtenus à la fin de l'année 2024 ont confirmé l'horreur. L'ADN présent sur les vêtements de Kathy Hall correspondait parfaitement à celui de Bruce Lindahl. Cette percée technologique a permis de prouver que Lindahl était bien le prédateur qui avait arraché Kathy à sa famille. L'ampleur de la perversité de Lindahl est aujourd'hui estimée à une échelle terrifiante. Les autorités pensent désormais qu'il pourrait être responsable de pas moins de 12 meurtres et de 9 viols,
commis entre 1974 et 1981. Parmi ces victimes probables figure Deborah Colliander, une femme qui avait eu le courage de l'accuser de viol, mais qui a disparu mystérieusement quelques semaines seulement, avant de devoir témoigner contre lui au tribunal. La mort accidentelle de Lindahl en 1981 a sans doute sauvé de nombreuses vies, mais elle a aussi privé les familles de ses victimes de la satisfaction d'un procès. Cependant, grâce aux innovations de 2024 et 2025, le voile de l'anonymat a été définitivement levé. Bruce Lindahl ne restera pas dans l'histoire comme un électricien sans histoire, mais comme l'un des tueurs les plus prolifiques de l'Illinois, dont les crimes ont finalement été exposés par la persévérance des enquêteurs et la puissance d'un aspirateur moléculaire. Pour les familles de Pamela et Cathy, le silence des décennies a enfin été brisé par une vérité scientifique incontestable. Pendant près d'un demi-siècle, un mystère lancinant a hanté les côtes sauvages de Provincetown, dans le Massachusetts. Sur les dunes de Race Point, là où l'océan Atlantique vient frapper le sable avec une régularité imperturbable, une silhouette sans nom était devenue le symbole même de l'anonymat criminel. Le 26 juillet 1974, une adolescente qui se promenait sur la plage découvre ce qu'elle pense d'abord être une carcasse animale, avant de réaliser avec horreur qu'il s'agit du corps d'une femme. La victime, surnommée pendant 48 ans la Dame des Dunes, avait été traitée avec une cruauté calculée pour effacer son identité. Ses mains avaient été amputées, sa tête était presque sectionnée et son crâne avait été fracassé avec une telle force que l'identification dentaire était devenue impossible. L'assassin avait tout fait pour que cette femme ne soit jamais plus qu'un reste biologique sans histoire. Les enquêteurs de l'époque, malgré de multiples exhumations et des reconstructions faciales successives, se sont heurtés pendant des décennies à un mur de silence. Le dossier était devenu une légende urbaine, alimentant même des théories surprenantes, comme celle suggérant que la victime aurait pu être une figurante sur le tournage du film Les Dents de la Mer, qui se déroulait à proximité cet été-là. Le tournant décisif survient en 2022, grâce à un partenariat entre le FBI et Outram, un laboratoire privé spécialisé dans le séquençage du génome de qualité médico-légale. Contrairement aux laboratoires standards qui nécessitent des échantillons d'ADN de haute qualité, la technologie d'Outram est capable de reconstruire des profils génétiques à partir de restes squelettiques extrêmement dégradés, exposés aux éléments et aux sels marins pendant près de 50 ans. Grâce à cette prouesse scientifique, l'anonyme des dunes a enfin retrouvé son nom, Ruth Mary Terry. Originaire du Tennessee et âgée de 37 ans au moment de sa mort, Ruth était une femme dont la vie avait été marquée par des déplacements fréquents et des relations complexes. Sa famille n'avait jamais cessé de se demander ce qu'elle était devenue. Mais dans l'Amérique prénumérique des années 70, une personne pouvait disparaître d'un État à l'autre sans laisser de traces administratives, surtout si elle était accompagnée par un prédateur. Une fois l'identité de Ruth établie, les enquêteurs ont pu se concentrer sur l'homme qui partageait sa vie à l'époque. Son mari, Guy Muldaven, également connu sous le nom de Raoul Guy Rockwell. Muldaven était un personnage sombre, un escroc charismatique au passé déjà entaché de soupçons de violence. Les recherches ont révélé qu'il était le principal suspect dans une affaire survenue en 1960 à Seattle, connue sous le nom de Mystère des Dunes de Manzanita. Sa femme de l'époque et sa belle-fille avaient disparu sans laisser de traces, et bien que des restes humains aient été trouvés dans sa fosse septique, la science de 1960 n'avait pas pu prouver de manière irréfutable qu'ils étaient humains ou lui appartenaient. Muldaven était un caméléon capable de changer d'identité et de traverser le pays pour recommencer sa vie de prédateur sur la côte Est. Guy Muldaven est décédé en 2002, emportant ses secrets dans la tombe. Cependant, en août 2023, les autorités ont officiellement clos le dossier en le désignant comme le meurtrier de Ruth Mary Terry. Cette résolution souligne la dangerosité de l'ère pré-Internet, où un homme pouvait tuer sur la côte ouest, déménager sur la côte est, changer de nom et assassiner de nouveau sans que les services de police ne fassent jamais le lien. L'affaire de la Dame des Dunes, résolue peu avant 2026, est la preuve que même les efforts les plus acharnés d'un tueur pour effacer l'existence de sa victime sont aujourd'hui vains face à la puissance de la génomique.
Ruth Marie Terry n'est plus une énigme sur une plage. Elle est une femme qui a retrouvé sa dignité et son histoire, tandis que son assassin a été démasqué par-delà la mort, condamné par le code génétique qu'il pensait avoir enterré sous le sable. Le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, est souvent perçu comme un havre de paix, une terre où le temps semble s'être arrêté, célèbre pour ses paysages bucoliques et sa communauté amish. Mais le 21 décembre 1992, cette image de tranquillité pastorale a été brisée par un acte d'une violence indescriptible. Christy Mirac, une enseignante de 25 ans aimée de tous, se préparait à célébrer la dernière journée d'école avant les vacances de Noël. Jeune, dynamique et dévouée à ses élèves de la Rowerstone Elementary School, Christy représentait tout ce qu'il y a de plus lumineux dans une communauté. Ce matin-là, alors que les flocons de neige commençaient à recouvrir les routes, elle n'est jamais arrivée à son poste. C'est le principal de l'école, inquiet de son absence inhabituelle, qui décide de se rendre à son domicile. En franchissant le seuil, il découvre une scène d'horreur qui allait marquer la ville pour les 3 décennies à venir. Christy Mirac avait été sauvagement battue, étranglée et agressée sexuellement dans son propre salon. L'agresseur l'avait surprise alors qu'elle s'apprêtait à partir, transformant son sanctuaire en un tombeau. L'enquête initiale est immédiate et massive. Les détectives collectent des preuves biologiques cruciales, notamment de l'ADN laissé par le tueur. À l'époque, la technologie ADN commence à peine à être utilisée, mais le profil génétique de l'agresseur est isolé et conservé avec l'espoir qu'une correspondance soit trouvée dans les fichiers nationaux. Cependant, les années passent et les bases de données restent muettes. L'assassin ne semble pas être un criminel de carrière. Il n'est nulle part dans les registres. Pendant 26 ans, la famille de Christy et la population de Lancaster vivent dans l'ombre de ce mystère. L'idée qu'un monstre capable d'une telle sauvagerie puisse marcher librement parmi eux, faire ses courses au même endroit, ou peut-être même côtoyer les proches de la victime, installe une paranoïa sourde. Le dossier Mirac devient le cold case le plus emblématique de la région. Une blessure qui refuse de cicatriser tant que le visage derrière l'horreur n'est pas révélé. Le dénouement survient en 2018, porté par la même révolution technologique qui a permis de capturer le tueur du Golden State. Le procureur du comté de Lancaster décide de faire appel à Parabon Nanolabs pour une recherche en généalogie génétique d'investigation. En utilisant l'ADN de la scène de crime et en le comparant aux millions de profils disponibles sur les sites de généalogie publique, les experts parviennent à identifier des cousins éloignés du tueur. La généalogiste Cissy Moore commence alors un travail de fourmi, reconstruisant des arbres généalogiques complexes, branche par branche, mariage par mariage, jusqu'à ce que tous les fils convergent vers un seul homme. Un nom apparaît enfin sur les écrans des enquêteurs, un nom que personne n'aurait pu prédire, tant il était ancré dans la vie sociale et festive de Lancaster, Raymond Rowe. Le choc dans la communauté est total. Raymond Rowe n'est pas un marginal ou un ermite. Sous le pseudonyme de DJ Freeze, il est une véritable célébrité locale. Depuis des décennies, il anime les mariages, les bals de promo et les événements communautaires les plus prestigieux de la région. C'est un homme charismatique, un entertainer public qui a passé sa vie sous les projecteurs, souriant sur les photos de famille de milliers d'habitants de Lancaster. La pensée qu'il ait pu animer des fêtes de Noël quelques jours seulement, après avoir assassiné Christy Mirac, ou qu'il ait pu croiser les collègues de la victime lors d'événements scolaires, est un vertige insoutenable. Pour obtenir la preuve finale, les enquêteurs mettent en place une opération de surveillance lors d'un événement où Rowe se produit. Ils récupèrent secrètement une bouteille d'eau et un chewing-gum qu'il a jeté. Le laboratoire confirme l'impensable. L'idole des soirées de Lancaster est le meurtrier de 1992. En 2019, confronté à l'irréfutable preuve génétique, Raymond Rowe plaide coupable pour éviter la peine de mort. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais même derrière les barreaux, le combat juridique ne s'est pas arrêté. En août 2025, dans un dernier sursaut de déni, Rowe a tenté de faire appel demandant des tests ADN supplémentaires sur des objets domestiques de la scène de crime, comme un grille-pain ou une planche à découper,
espérant instiller un doute raisonnable sur sa présence exclusive. Cependant, la Cour d'appel a rejeté sa demande avec fermeté, rappelant que son plaidoyer de culpabilité et la correspondance ADN initiale étaient définitifs. En ce début d'année 2026, Raymond Rowe demeure dans l'anonymat de sa cellule, dépouillé de ses platines et de son prestige. Son cas reste l'exemple le plus frappant du phénomène du tueur caché en pleine vue. Un homme qui a utilisé la musique et la fête pour masquer la noirceur de son âme, avant d'être rattrapé par une vérité biologique qu'aucune mélodie ne pourra jamais effacer.